Le coup de pistolet qui mit fin aux fiançailles de Diana Thornton résonnait dans son esprit aussi clairement que s'il avait eu lieu quelques instants plus tôt, et non 3 semaines auparavant. Et maintenant, elle était assise dans le wagon poussiéreux d'un train en direction de l'Ouest, avec pour seul bagage un sac de voyage, une réputation en ruine et le poids de la déception de sa famille qui lui serrait la poitrine comme un étau de fer. Elle était montée à bord à Saint-Louis ce matin-là, les doigts tremblants, en tendant son billet au contrôleur, évitant son regard car elle était certaine que tout le monde pouvait lire sa honte sur son visage, comme des lettres écarlates. Les autres passagers avaient pris place avec l'indifférence désinvolte des voyageurs habitués, mais Diana se sentait exposée, comme si ses péchés étaient peints sur sa peau pour que le monde entier la juge. Son père lui avait donné juste assez d'argent pour le voyage de retour au Nevada, et rien de plus. Son visage était taillé dans la pierre lorsqu'il lui avait tendu les billets, incapable ou peu disposé à croiser son regard. Sa mère avait pleuré, bien sûr, mais ses larmes étaient pour le nom terni de la famille plutôt que pour Diana elle-même. Le train filait vers l'ouest à travers le Missouri et Diana pressa son front contre la vitre froide, regardant le paysage défiler et se brouiller. Elle était allée à Saint-Louis avec tant d'espoir 6 mois plus tôt, portant sa plus belle robe de voyage et des lettres d'introduction pour certains des lointains cousins de sa mère. Le plan avait été simple. Trouver un mari convenable parmi la classe marchande grandissante de la ville, quelqu'un de raffiné et d'éduqué qui pourrait sortir la famille Thornton de la rudesse de la vie à la frontière. Ses parents avaient écrit son avenir avec une telle certitude, et Diana avait suivi leur plan parce qu'elle n'avait pas encore appris que ses propres désirs pouvaient avoir de l'importance. Elle avait rencontré Frederick Ashworth lors d'une soirée musicale en septembre. Il était beau de cette manière raffinée que les hommes de la ville cultivaient, avec des favoris soignés et des costumes qui lui allaient comme s'ils avaient été moulés sur lui. Il parlait d'entreprises commerciales et de raffinement culturel, et la tante de Diana avait murmuré qu'il venait d'une fortune ancienne, le genre qui ouvrait toutes les portes de la ville. Quand il commença à la courtiser, Diana sentit le poivre de la tante se transformer en quelque chose qui ressemblait à un triomphe. Ses lettres à sa famille étaient pleines de détails soigneusement choisis, peignant le tableau d'une cour que sa mère pouvait fièrement partager avec les dames de Rawhide. Mais Frederick Ashworth avait des secrets qu'aucun vernis ne pouvait cacher. Diana les découvrit tout à fait par hasard, un soir de novembre, en arrivant en avance à un dîner. Elle le trouva dans une étreinte compromettante avec la femme de l'hôte. La scène s'était figée dans son esprit comme un daguerréotype. Les mains de Frederick emmêlées dans les cheveux d'une autre femme, le rire de cette femme coupé net par le choc, et le propre hoquet étranglé de Diana qui brisa l'instant en 1000 morceaux irréparables. Elle aurait dû partir à ce moment-là. Elle aurait dû rompre discrètement les fiançailles et rentrer chez elle avec une excuse digne. Mais Diana avait été élevée à la frontière, où la confrontation était monnaie courante et où le silence était souvent pris pour de la faiblesse. Elle avait confronté Frederick ce soir-là, sa voix tremblant de trahison et de rage. Il avait essayé d'arranger les choses avec des mensonges bien rodés, mais quand Diana menaça de le démasquer, son masque était complètement tombé. La dispute avait dégénéré en quelque chose de laid et de public. Le père de Frederick, désespéré de protéger le nom de la famille, avait renversé complètement l'histoire avec l'efficacité impitoyable d'un homme qui comprenait le fonctionnement de la société. Le temps que les rumeurs finissent de se répandre dans la société de Saint-Louis, Diana était devenue la méchante. Une intrigante venue de la frontière qui avait essayé de piéger un homme respectable avec de fausses accusations quand il avait découvert ses propres indiscrétions. Les mensonges étaient si élaborés et si largement crus que la tante de Diana l'avait supplié de partir avant que le scandale ne souille toute leur famille. Elle était donc là, retournant à Rawhide en disgrâce, âgée de 22 ans et portant le poids d'une réputation qu'elle n'avait pas méritée. Le train l'emmènerait jusqu'à Carson City et de là, elle devrait trouver un moyen de transport pour traverser 30 miles de haut désert pour rentrer chez elle. La lettre de son père, brève et froide, avait clairement indiqué qu'elle ne serait pas accueillie à bras ouverts. Les Thornton étaient des gens respectables, écrivait-il, et les actions de Diana avaient des conséquences. Le train s'arrêta dans une petite ville du Kansas juste après midi. Diana resta à sa place tandis que d'autres passagers descendaient pour se dégourdir les jambes ou acheter de la nourriture aux vendeurs sur le quai.
Elle n'avait pas d'appétit et encore moins l'envie d'affronter des regards curieux. Elle étudiait son propre reflet dans la vitre, essayant de reconnaître la femme qu'elle était devenue quand elle entendit des bottes sur le plancher en bois du wagon. Une ombre se projeta sur son siège et une voix dit « Excusez-moi, mademoiselle, cette place est-elle prise ?» Diana leva les yeux et vit un cow-boy debout dans l'allée, un billet à la main, une main burinée par le travail. Il était grand et mince, comme le deviennent les hommes qui passent leur vie à faire des travaux physiques durs. Il avait de la peau hâlée par le soleil et des rides au coin des yeux qui suggéraient qu'il souriait souvent. Ses vêtements étaient propres mais bien usés, un pantalon en denim, un gilet marron sur une chemise bleue délavée et un chapeau qui avait connu des jours meilleurs. Tout en lui parlait de travail honnête et de moyens modestes. Non, elle ne l'est pas, dit doucement Diana en désignant le siège vide à côté d'elle. Elle s'attendait à ce que le cow-boy continue son chemin pour trouver une place avec une compagnie plus prometteuse, mais il s'installa à côté d'elle avec un signe de tête en guise de remerciement. « Merci bien, dit-il en posant une petite sacoche en cuir à ses pieds. « Je m'appelle Caleb Xavier. Je me dirige vers Carson City. » Diana hésita avant de répondre. Elle avait passé les 3 dernières semaines à essayer d'être invisible, évitant la conversation et les liens, car cela lui semblait plus sûr que de risquer plus de jugement. Mais il y avait quelque chose dans l'expression ouverte de ce cow-boy qui lui donnait envie de se souvenir de ce que pouvait être une interaction humaine normale. « Diana Thornton, dit-elle, je vais aussi à Carson City, puis je continue jusqu'à Rawhide. » Le visage de Caleb s'illumina de reconnaissance. « Rawhide, je connais bien. Le monde est pâte, j'imagine. J'ai un ranch à environ 15 miles au nord de la ville. J'étais parti vendre du bétail à Kansas City et maintenant je rentre chez moi. » Diana hocha la tête mais ne donna pas plus de détails sur son propre voyage. Elle se retourna vers la fenêtre, espérant que son langage corporel découragerait toute conversation supplémentaire. Elle n'était pas prête à s'expliquer à un étranger, peu importe la gentillesse de ses yeux. Mais Caleb Xavier se révéla soit insensible aux signaux sociaux, soit résolument amical. Alors que le train se remettait en marche, il s'installa sur son siège et dit « C'est la première fois que je voyage en train, si vous pouvez le croire. D'habitude, je suis à cheval, mais j'avais assez d'argent de la vente du bétail pour essayer quelque chose de différent. Les temps modernes, j'imagine. » Malgré elle, Diana sentit un petit sourire se dessiner sur ses lèvres. Le train est certainement plus rapide, bien que je ne sois pas sûr que la vitesse soit toujours un avantage. Pour se précipiter vers quelque chose de bien ou pour fuir quelque chose de mal? Demanda Caleb, puis il grimaça immédiatement. Pardonnez-moi, c'était déplacé. Ma mère disait toujours que je parle avant de réfléchir. Diana le regarda, surprise par sa franchise. Un peu des deux, peut-être. Ou ni l'un ni l'autre. Je rentre simplement chez moi. Caleb hocha la tête comme si cette réponse avait un sens parfait. La maison, ça peut être compliqué. J'ai quitté la mienne à 18 ans. Je pensais que je devais voir ce qu'il y avait d'autre. J'ai passé 1 an à convoyer du bétail jusqu'au Montana, puis une autre année à m'essayer à l'exploitation minière dans le Colorado. Mais finalement, je suis revenu au Nevada parce que j'ai réalisé que je cherchais quelque chose que j'avais déjà. Il y avait une aisance confortable dans sa manière d'être, que Diana trouva étonnamment apaisante. Il ne fouillait pas ni ne la pressait de questions sur sa vie, mais il ne remplissait pas non plus le silence de bavardage vide. Alors que l'après-midi avançait, ils tombèrent dans un rythme de camaraderie. Caleb sortit un livre de sa sacoche, un exemplaire usé des sonnettes de Shakespeare qui semblait incongru dans ses mains calleuses, et Diana se surprit à le regarder lire avec une fascination silencieuse. « Vous aimez la poésie ?» demanda-t-elle après un moment. Caleb leva les yeux et son sourire était sincère. « Ma mère était institutrice avant d'épouser mon père. Elle s'est assurée que j'apprenne à lire et à apprécier la belle écriture, même si mes mains étaient plus douées pour les cordes que pour les livres. Shakespeare semble comprendre des choses sur les gens qui sont toujours vrais, même ici à la frontière. » Dana sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, un nœud de tension qu'elle portait depuis des semaines. « J'ai toujours préféré ces comédies. La façon dont les malentendus se résolvent en bonheur, la façon dont les gens se retrouvent malgré les obstacles. La vie devrait imiter l'art plus souvent, dit doucement Caleb, et il y avait quelque chose dans son ton qui fit se demander à Diana quelle peine il portait sous son sourire facile. Le train continua sa route à travers le Kansas,
Et à l'approche du soir, le contrôleur passa pour annoncer qu'il s'arrêterait pour la nuit dans une petite ville appelée Hayes. Les passagers devraient trouver à se loger à l'hôtel local et le train reprendrait sa route vers l'ouest à l'aube. L'estomac de Diana se noua. Elle avait budgétisé son argent avec soin, sachant qu'elle avait juste assez pour le billet de train et peut-être un repas ou deux. Un séjour imprévu à l'hôtel pourrait épuiser entièrement ses ressources, la laissant coincée quelque part entre le Kansas et sa maison. Elle calcula rapidement dans sa tête, pesant des options qui semblaient toutes aussi impossibles. Caleb a dû remarquer sa détresse car il dit doucement « Est-ce que tout va bien? » Diana songea à mentir, mais elle était fatiguée de faire semblant. « Je n'avais pas prévu d'arrêt pour la nuit. Mes fonds sont limités. » Caleb resta silencieux un moment, et Diana se prépara au jugement, ou pire, à la pitié. Mais quand il parla, sa voix était pragmatique. « L'hôtel à Hayes est tenu par une veuve nommée Madame Patterson. C'est une amie de ma mère, et je loge là-bas chaque fois que je passe. Je suis certain qu'elle vous ferait crédit sur ma recommandation, et vous pourriez régler la note quand votre situation s'améliorera. » La fierté de Diana luttait contre la nécessité. On lui avait appris à subvenir à ses propres besoins, à n'être redevable à personne. Mais l'alternative était de dormir à la guerre ou pire. Je ne pourrais pas vous demander ça. Vous ne demandez rien. Je vous le propose. Les yeux de Caleb étaient instables et bienveillants. Parfois, accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, Mademoiselle Thornton. C'est juste une question de pragmatisme. Quand le train entra en gare de Hayes, Diana suivit Caleb sur le quai, son sac de voyage à la main, ayant l'impression d'être entrée dans la vie de quelqu'un d'autre. La ville était petite mais animée, avec une rue principale bordée de bâtiments et fausses façades, et le genre de chaos organisé que les villes de la frontière cultivaient. L'hôtel de Madame Patterson était une structure de 2 étages avec des fenêtres propres et une enseigne qui promettait des tarifs raisonnables et un hébergement respectable. Madame Patterson elle-même était une femme ronde aux cheveux gris et aux yeux vifs qui semblait tout voir. Quand Caleb expliqua la situation, elle examina Diana d'un regard évaluateur qui fit relever le menton à Diana sur la défensive. « Tout ami de Caleb est le bienvenu ici, » dit finalement Madame Patterson. « Vous paierez quand vous pourrez, ma chère, sans se presser et sans jugement. » Diana sentit des larmes inattendues lui piquer les yeux. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait montré une bonté si simple. « Merci, réussit-elle à dire. Je vous rembourserai, je le promets. » Madame Patterson balaya cela d'un geste de la main. « Caleb, vous vous joindrez à nous pour le souper, j'espère. J'ai un rôti qui est trop gros pour les pensionnaires seuls. » Autour d'un repas de rôti de bœuf, de pommes de terre et de légumes qui avaient le goût du réconfort même, Diana se surprit à se détendre pour la première fois depuis des semaines. Caleb raconta des histoires sur son ranch, sur les chevaux qu'il élevait et les défis de gagner sa vie de la terre. Il parlait avec passion et humour, peignant des images d'une vie dure mais pleine de sens. « Vous gérez le ranch seul? » demanda Diana, sincèrement curieuse. « Principalement, j'ai un ouvrier qui m'aide pendant les saisons chargées et mes parents vivent sur leur propre propriété à proximité. Ils vieillissent cependant et je me retrouve à faire plus pour eux avec le temps. » Caleb fit une pause, puis ajouta « Ça peut être solitaire parfois, je l'admets. Le travail est bon, mais ce serait bien de le partager avec quelqu'un qui le comprendrait. » Il n'y avait aucun artifice dans ses paroles, aucune signification cachée ou charme calculé. Il énonçait simplement une vérité, et Diana se surprit à répondre avec une égale honnêteté. « Je pensais que je voulais quelque chose de différent de la vie à la frontière. Je suis allé à Saint-Louis en croyant que la civilisation et la culture étaient supérieures à ce que nous avons ici. Mais j'ai appris que le vernis peut cacher la pourriture et que le raffinement ne garantit pas le caractère. » Caleb croisa son regard de l'autre côté de la table. Que s'est-il passé à Saint-Louis, si ce n'est pas indiscret? Diana posa sa fourchette. Elle n'avait pas prévu de raconter cette histoire à qui que ce soit, et certainement pas à un cow-boy qu'elle avait rencontré quelques heures plus tôt dans un train. Mais quelque chose dans la présence stable de Caleb lui donnait envie de se décharger de son fardeau. Alors elle lui raconta tout, la trahison de Frederick, sa confrontation, et la façon dont la vérité avait été transformée en mensonge qui avait détruit sa réputation. Quand elle eut fini, Caleb resta silencieux un long moment. Puis il dit « Vous n'avez rien fait de mal. Vous le savez, n'est-ce que pas? »
Le savoir et le ressentir sont deux choses différentes, dit doucement Dinah. Et peu importe ce que je sais si tout le monde croit au mensonge. Tout le monde à Saint-Louis, peut-être, mais Rawhide n'est pas Saint-Louis. Et les gens qui comptent vraiment vous verront pour qui vous êtes, pas pour ce que les commérages prétendent. Diana aurait aimé le croire, mais elle avait lu la déception sur le visage de son père et la honte dans les larmes de sa mère. Ma famille ne le verra pas de cette façon. Alors ils ont tort, dit simplement Caleb. Ils finiront par s'en rendre compte. Cette nuit-là, allongée dans un lit propre de l'hôtel de Madame Patterson, Diana pensa aux paroles de Caleb. Elle avait passé des semaines à accepter la responsabilité de circonstances indépendantes de sa volonté, intériorisant une honte qui n'était pas la sienne. Mais Caleb avait regardé sa situation et y avait vu une injustice plutôt qu'un scandale. Sa perspective n'effaçait pas sa douleur, mais elle offrait quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir. L'espoir qu'elle pourrait peut-être reconstruire une vie qui vaille la peine d'être vécue. Le train partit à l'aube, et Diana et Caleb reprirent leur place ensemble, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le paysage passa des plaines du Kansas aux contreforts du Colorado, et leur conversation porta sur des sujets à la fois sérieux et légers. Caleb lui parla de ses rêves d'agrandir son ranch, d'élever des chevaux capables de gérer le terrain du Nevada avec intelligence et endurance. Diana parla de son amour pour la lecture, de la petite bibliothèque de près de Rawhide qu'elle avait aidé à organiser avant de partir pour Saint-Louis. « Travaillerez-vous à nouveau avec la bibliothèque à votre retour? » demanda Caleb. Diana n'y avait pas pensé. « Je ne sais pas si je serai la bienvenue. Le scandale a peut-être déjà atteint Rawhide. S'il l'a atteint, alors vous y ferez face la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher, Diana. » Il utilisa son prénom pour la première fois, et la familiarité semblait méritée plutôt que présomptueuse. Et pour ce que ça vaut, je crois que Rawhide aurait de la chance de vous avoir. Le train traversa le Colorado et entra en Utah, et à chaque mile parcouru, Diana se sentait changée. Ou peut-être pas changée, mais se souvenant de qui elle était avant que la honte n'essaye de la remodeler. Elle avait été élevée par des parents de la frontière qui valorisaient la force et la résilience. Elle avait appris à monter à cheval avant de savoir lire, avait aidé sa mère à soigner les ouvriers de ranch blessés, avait regardé son père négocier des ventes de bétail avec le genre d'honnêteté directe qui inspirait la confiance. Quelque part dans sa quête de raffinement, elle avait perdu de vue ses valeurs. Mais assise à côté de Caleb, l'écoutant parler d'une vie bâtie sur le travail acharné et l'intégrité, Diana se sentit reconnectée à la femme qu'elle voulait être. Le 3e jour du voyage, le train entra au Nevada. Le paysage ici était rude et magnifique. Un haut désert ponctué de chaînes de montagnes, des étendues de broussailles et d'armoises qui semblaient s'étirer à l'infini, et un ciel si vaste qu'il faisait se sentir Diana à la fois insignifiante et infinie. C'était chez elle, avec toutes ses aspérités et son terrain impitoyable. Elle avait essayé d'y échapper, mais maintenant elle se sentait reconnaissante d'y retourner. « Parlez-moi de Rawhide, » dit Caleb alors qu'il regardait le désert du Nevada défiler. « Je connais la ville, mais je veux entendre ce qu'elle signifie pour vous. » Diana réfléchit à la question. « C'est petit, peut-être 500 personnes un jour d'affluence. Nous avons une rue principale avec les établissements habituels. Magasin général, saloon, hôtel, église. Mon père possède un ranch à environ 3 miles de la ville. Ce n'est pas élégant ou sophistiqué, mais c'est réel. Les gens disent ce qu'ils pensent, et votre parole compte plus que votre pedigree. » « On dirait un bon endroit où vivre, » dit Caleb. C'était le cas. Ça l'est, se corrigea Diana. Je suppose que je découvrirai si ça peut l'être à nouveau. Le train atteignit Carson City en fin d'après-midi du 4e jour. La capitale du Nevada était plus grande et plus établie que Rawhide, avec des bâtiments solides et des rues pavées qui témoignaient de l'ambition et de la croissance. Diana rassembla son sac de voyage et se prépara à descendre, sentant un nœud d'anxiété se serrer dans son estomac. De là, elle devrait trouver un moyen de transport pour Rawhide, puis elle affronterait sa famille et tout ce qui l'y attendait. Caleb se tenait à côté d'elle sur le quai, sa sacoche sur l'épaule. « Mon cheval est à l'écurie ici, dit-il, mais je pourrais arranger un chariot pour nous emmener tous les deux à Rawhide si vous souhaitez de la compagnie pour la dernière étape de votre voyage. » Dinah le regarda, ce cow-boy qui était apparu à côté d'elle dans un train quand elle avait le plus besoin de gentillesse.
Au cours des 4 derniers jours, il était devenu quelque chose qu'elle n'attendait pas. Un ami. Et plus que ça, si elle était honnête avec elle-même. Elle s'était sentie attirée par lui d'une manière qui n'avait rien à voir avec la solitude et tout à voir avec le genre d'homme qu'il était. J'aimerais beaucoup, dit-elle, mais je ne veux pas vous retarder si vous êtes pressé de rentrer chez vous. Quelques heures de plus n'auront pas d'importance, répondit Caleb. De plus, je ne serais pas un gentleman si je vous laissais faire le voyage seul. Ils trouvèrent un chariot de marchandises en partance pour Rowide cet après-midi-là, conduit par un homme plus âgé nommé Pete, qui connaissait Caleb et fut heureux d'accepter quelques pièces pour le passage. Diana et Caleb s'assirent à l'arrière du chariot parmi des caisses de fournitures, regardant le paysage familier se dérouler alors qu'ils parcouraient la route de terre qui reliait Carson City aux petites villes dispersées dans la région. Alors qu'ils approchaient de Rawhide, l'anxiété de Diana s'intensifia. « Et s'il ne me pardonne pas ?» demanda-t-elle doucement. Caleb se tourna pour lui faire face plus complètement. « Alors vous construirez une nouvelle vie quand même. Diana, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Vous avez survécu à la trahison et à la calomnie, et vous rentrez chez vous non pas parce que vous êtes vaincu, mais parce que vous le choisissez. Cela demande du courage. Je ne me sens pas courageuse. J'ai peur. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est d'avancer malgré elle. » Caleb tendit la main et prit la sienne, sa paume chaude et rugueuse contre la sienne. « Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Je pensais ce que j'ai dit sur le fait que Rawhide a de la chance de vous avoir, et je serais honoré de vous aider de quelque manière que ce soit. » Diana baissa les yeux sur leurs mains jointes, sentant le poids de sa sincérité. En 4 jours, cet homme lui avait montré plus de sollicitude authentique que Frederick en 4 mois de cours. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? » Caleb sourit. « Parce que vous méritez la gentillesse, et parce que dès l'instant où je vous ai vu dans ce train, j'ai su que vous étiez quelqu'un de spécial, quelqu'un qui valait la peine d'être connu. » Le chariot entra dans Rawhide au coucher du soleil, peignant les bâtiments en bois brut de teintes d'or et d'ambre. La ville était exactement comme Diana s'en souvenait, poussiéreuse et sans prétention, avec le genre de charme usé par le temps qui venait de la survie plutôt que de la conception. En passant devant le magasin général, Diana vit Madame Chen balayer le porche, et la femme plus âgée leva les yeux avec surprise et quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance. « Où Pete doit-il vous emmener? » demanda Caleb. Diana donna les indications pour le ranch de sa famille, son cœur battant plus fort à chaque minute qui passait. Quand le chariot tourna enfin sur la longue allée menant à la maison des Thornton, elle vit son père debout sur le porche, les bras croisés sur la poitrine et son expression indéchiffrable. Caleb aida Diana à descendre du chariot, et elle resta là un moment, rassemblant son courage. Puis elle ramassa son sac de voyage et se dirigea vers la maison, vers ceux qui l'attendaient. Son père, Douglas Thornton, était un homme grand aux cheveux grisonnants et au visage sculpté par des années de travail acharné et de décisions difficiles. Il regarda Diana avec des yeux qui ne révélaient rien, et le silence s'étira entre eux comme un gouffre. « Papa, » dit Diana, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. « Je suis à la maison. » Douglas hocha lentement la tête. « Je vois ça. Ta mère est à l'intérieur. Elle voudra savoir que tu es arrivé saine et sauve. » Ce n'était pas un accueil, mais ce n'était pas non plus un rejet. Diana monta les marches du porche, et alors qu'elle atteignait la porte, son père dit « Diana. » Elle se retourna. « Nous parlerons demain. Ce soir, tu te reposes. » C'était un sursis, et Diana l'accepta avec gratitude. Elle jeta un coup d'œil en arrière à Caleb, qui se tenait toujours près du chariot, et le trouva en train de la regarder avec inquiétude et encouragement sur son visage. Elle lui fit un petit signe de tête et un guise de remerciement, et il toucha son chapeau avant de remonter dans le chariot. À l'intérieur, la maison sentait les choses familières, le café, la fumée de bois et le savon à la lavande que sa mère fabriquait. Diana trouva sa mère, Dorothy, dans la cuisine, et quand la femme plus âgée vit sa fille, des larmes coulèrent sur ses joues. « Maman, » dit Diana, puis elle fut enveloppée dans les bras de sa mère, serrée fort comme si Dorothy pouvait la protéger de toutes les cruautés du monde par la seule force de son amour. « Ma fille, » murmura Dorothy. « Ma douce fille, je suis tellement désolé pour tout. » Elles pleurèrent ensemble dans la cuisine tandis que la lumière s'estompait dehors, et pour la première fois depuis des semaines, Diana eut l'impression d'être vraiment rentrée à la maison. Le lendemain matin,
Diana se réveilla dans sa chambre d'enfant, la lumière du soleil filtrant à travers des rideaux familiers. Elle s'habilla avec soin, choisissant une robe simple qui parlait de praticité plutôt que de prétention, et descendit pour affronter son père. Douglas était assis à la table de la cuisine avec une tasse de café, et il fit signe à Diana de le rejoindre. Sa mère était visiblement absente, leur laissant probablement de l'intimité pour une conversation difficile. J'ai reçu des lettres de ta tante, commença Douglas sans préambule. Elle m'a donné sa version des faits, puis j'ai reçu des récits différents de ses voisins. Je ne suis pas un idiot, Diana. Je sais comment fonctionne la société, surtout dans des villes comme Saint-Louis. Diana releva le menton. Alors vous savez que j'ai dit la vérité sur Frederick Ashworth. Je m'en doutais. Mais se douter et savoir sont deux choses différentes, et j'avais besoin de temps pour enquêter. Douglas sortit un morceau de papier de la poche de son gilet. J'ai écrit à des associés commerciaux dans le Missouri. Ils ont fait des recherches. Il semble que Frederick Ashworth ait une réputation pour exactement le genre de comportement que tu as décrit. Plusieurs femmes, plusieurs scandales, tous soigneusement étouffés par l'argent et l'influence de son père. Dinah sentit la justification et la colère s'affronter dans sa poitrine. Alors pourquoi m'as-tu renvoyé dans la honte? Pourquoi m'as-tu laissé croire que tu pensais que c'était de ma faute? Le visage de Douglas s'adoucit de regret. Parce que j'étais en colère et embarrassé, et j'ai mal réagi. Je suis désolé, Diana. J'aurais dû te croire depuis le début. J'aurais dû te défendre au lieu de douter de toi. Ces excuses signifiaient plus que Diana ne l'avait prévu. Elle tendit la main sur la table et prit celle de son père. Je te pardonne, papa. Je sais que cette situation a été difficile pour tout le monde. Ce qui compte maintenant, c'est d'aller de l'avant, dit Douglas. Tu es à la maison et tu es la bienvenue ici aussi longtemps que tu voudras rester. Mais Diana, j'espère que tu sais que ce ranch sera à toi un jour. Ta mère et moi vieillissons et nous devons penser à l'avenir. Si tu veux reprendre les rênes, apprendre les aspects commerciaux, je serais heureux de t'enseigner. Diana n'avait jamais envisagé de diriger le ranch elle-même. Elle avait toujours supposé qu'il serait vendu quand ses parents ne pourraient plus le gérer, ou peut-être laissé à l'un des neveux de son père. L'idée qu'il puisse être à elle, qu'elle puisse construire une vie ici selon ses propres termes, lui sembla une possibilité s'ouvrant là où il n'y avait eu que des portefeuilles fermés. « J'aimerais ça, dit-elle. J'aimerais beaucoup ça. » Au cours des semaines suivantes, Dinah se plongea dans l'apprentissage de tous les aspects du ranch. Elle chevauchait avec son père pour vérifier les clôtures et les points d'eau. Elle apprit à tenir les livres de compte, suivant les dépenses et les revenus avec la même attention aux détails que sa mère appliquait à la gestion du ménage. Elle travailla aux côtés des ouvrières du ranch pendant la saison du marquage du bétail, prouvant que ses mois à Saint-Louis ne l'avaient pas ramollie au point de la rendre méconnaissable. La ville de Rawhide accueillit son retour avec des réactions mitigées. Certaines personnes chuchotaient derrière leurs mains, ayant entendu des versions déformées du scandale. Mais d'autres, comme Madame Chen au magasin général et le révérend Thompson à l'église, l'accueillirent avec chaleur et sans jugement. Diana garda la tête haute à travers tout ce chaos-là, se souvenant des paroles de Caleb sur le courage qui consiste à avancer malgré la peur. Elle pensa souvent à Caleb pendant ses premières semaines. Il avait laissé une telle impression en seulement 4 jours, et Diana se demandait ce qu'il advenait de son ranch, s'il lisait Shakespeare à ses chevaux, ou s'il élevait les animaux intelligents qu'il avait décrits avec tant de passion. Elle songea à le rechercher, mais la fierté et l'incertitude la retenaient. Il avait été gentil avec elle quand elle avait besoin de gentillesse, mais cela ne signifiait pas qu'il ressentait quelque chose de plus profond. Puis, un samedi après-midi, alors que Diana travaillait dans le bureau du ranch à examiner les commandes de fourniture, elle entendit des chevaux approcher. Elle regarda par la fenêtre et vit Caleb arriver sur un magnifique hongre bay, menant un deuxième cheval à ses côtés. Le cœur de Diana ressentit quelque chose de complexe dans sa poitrine. Elle prit une profonde inspiration pour se calmer et sortit pour l'accueillir. « Caleb, dit-elle, se protégeant les yeux du soleil. « C'est une surprise. » Il descendit de cheval avec une grâce facile et retira son chapeau. « J'espère que c'est une bonne surprise. J'avais l'intention de passer, mais je voulais vous laisser le temps de vous installer. Comment allez-vous, Diana? »« Je vais bien, mieux que je ne l'espérais, en fait. » Diana fit un geste vers la maison. « Voulez-vous entrer? Ma mère serait heureuse de vous offrir un rafraîchissement. »
J'apprécierais, mais d'abord, je voulais vous montrer quelque chose. Caleb fit avancer le deuxième cheval, une jument grise aux yeux intelligents et à la robe pommelée d'argent. Voici Luna. C'est l'un des chevaux dont j'ai parlé dans le train, élevé pour l'endurance et le tempérament. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être la monter un jour pour voir ce que vous pensez de mon programme d'élevage. Diana s'approcha lentement de la jument, laissant Luna renifler sa main avant de caresser son nez doux. Le cheval était magnifique, avec des lignes pures et une disposition calme qui témoignait d'un entraînement soigné. Elle est adorable. Elle est à vous si vous la voulez, dit doucement Caleb. Diana le regarda, surprise. Caleb, je ne pourrais jamais accepter un tel cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Considérez cela comme un prêt ou un investissement. J'essaye de bâtir une réputation pour mes chevaux et avoir quelqu'un comme vous pour en monter un serait une publicité précieuse. Ses yeux pétillaient d'humour. De plus, je vous ai vu monter. Vous comprenez les chevaux et vous feriez honneur à Luna. C'était une excuse fragile et ils le savaient tous les deux. Mais Diana se surprit à sourire malgré l'inconvenance d'accepter un tel geste. Alors je serais honoré d'aider à promouvoir votre programme d'élevage. Ils conduisirent les chevaux à l'écurie et Caleb aida Diana à installer Luna dans un box avec du foin frais et de l'eau. En travaillant côte à côte, Diana ressentit la même camaraderie confortable qu'ils avaient partagée dans le train. C'était facile d'être avec Caleb, naturel d'une manière que sa relation avec Frederick n'avait jamais été. Autour d'un café et d'un gâteau aux pommes dans la cuisine des Thornton, Caleb charma Dorothy avec des histoires sur les jours d'enseignement de sa mère et ses propres difficultés avec la grammaire latine quand il était enfant. Douglas les rejoignit et engagea immédiatement Caleb dans une discussion sur les races de bétail et les prix du marché. Diana observa l'interaction avec une chaleur croissante, voyant avec quelle naturalité Caleb s'intégrait dans ce monde, dans son monde. Quand Caleb se prépara enfin à partir, Diana l'accompagna jusqu'à l'endroit où son cheval était attaché. Le soleil se couchait, peignant le désert de ses couleurs riches qui semblaient uniques au Nevada. « Merci pour la jument, » dit Diana, « et pour votre visite. Cela signifie plus que vous ne le pensez. » Caleb posa son chapeau sur sa tête, mais il ne monta pas immédiatement sur son cheval. Au lieu de cela, il se tourna vers Diana et dit « J'ai pensé à vous depuis que nous nous sommes quittés. Je sais que nous n'avons passé que quelques jours ensemble, mais ce furent des jours importants pour moi. Vous êtes une femme remarquable, Diana Thornton, et j'aimerais beaucoup continuer à vous connaître, si vous me le permettez. » Le souffle de Diana se coupa. Elle avait espéré, mais n'avait pas osé supposer que les sentiments de Caleb pourraient refléter son propre attachement grandissant. « J'aimerais ça aussi. Alors peut-être pourrais-je vous rendre visite officiellement, vous emmener faire une promenade à cheval ou dîner en ville, vous faire la cour comme une femme mérite qu'on la courtise, avec respect et intention. » Diana sentit le bonheur éclore dans sa poitrine comme une fleur s'ouvrant au soleil. « Oui, Caleb, j'aimerais beaucoup ça. » Il sourit alors de cette expression sincère qui l'avait d'abord attiré vers lui dans le train. « Bien, je reviendrai dimanche après l'église si cela vous convient. » « C'est plus que convenable, c'est parfait. » Caleb monta sur son cheval mais fit une pause avant de partir. « Diana, je veux que vous sachiez quelque chose. Ce qui s'est passé à Saint-Louis, les mensonges que les gens ont racontés sur vous, rien de tout cela ne m'importe, sauf comme preuve de votre force et de votre caractère. Je vois qui vous êtes et je suis honoré que vous me donniez une chance. » Longtemps après le départ de Caleb, Diana resta dans la cour à regarder les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Pour la première fois depuis la trahison de Frederick, elle ressentit quelque chose de plus fort que la honte ou la peur. Elle ressentit l'espoir, la possibilité et les débuts de quelque chose qui pourrait devenir de l'amour. Fidèle à sa parole, Caleb apparut le dimanche suivant après l'office. Il portait des vêtements propres et avait clairement fait un effort sur son apparence. Et Diana ressentit un frisson de plaisir à l'idée qu'il voulait faire bonne impression. Ils partirent à cheval ensemble sur Luna et le Hongre Bay de Caleb, empruntant un sentier qui serpentait à travers les contreforts à l'est de Rawhide. Le paysage était rude mais magnifique, tout en roches rouges et génévrières tortueux, avec des vues qui s'étendaient sur des mers dans toutes les directions. Caleb montra à Diana son ranch qui bordait la propriété des Thornton au nord. Sa maison était modeste mais bien entretenue,
Une structure simple qui parlait de praticité plutôt que de prétention. Les enclos abritaient une douzaine de chevaux à divers stades d'entraînement, et Diana pouvait voir l'attention méticuleuse que Caleb avait consacrée à son programme d'élevage. J'ai commencé avec 2 juments et un bon étalon il y a 5 ans, expliqua Caleb, alors qu'il regardait les chevaux paître. Mon objectif est de développer une lignée connue pour son intelligence et son pied sûr en terrain difficile. Le désert est impitoyable, et un mauvais cheval peut vous faire tuer. Mais un bon cheval, un qui réfléchit et s'adapte, ça vaut son pesant d'or. Diana étudia les chevaux avec un œil expérimenté. Ce sont de magnifiques animaux. Vous devriez être fier de ce que vous avez construit ici. Je suis fier, mais je suis aussi réaliste. Il faut du temps pour établir une réputation. Et il y a eu des années de vaches maigres où je me suis demandé si j'étais fou de poursuivre ce rêve. Caleb fit une pause, puis ajouta, « Avoir quelqu'un avec qui le partager, cependant, ça rendrait les années difficiles plus faciles. » Ils parlèrent pendant des heures cet après-midi-là, partageant des histoires, des rêves et le genre de conversation honnête qui construit des fondations. Caleb raconta à Diana la perte de sa jeune sœur, emportée par la scarlatine quand il avait 15 ans, et comment cette perte lui avait fait apprécier la préciosité de la vie et des liens. Diana lui parla de ses luttes avec les attentes de ses parents, du sentiment d'être prise entre le monde de la frontière qu'elle connaissait et la société raffinée qu'elle pensait devoir désirer. « Vous n'avez pas à choisir l'un ou l'autre, dit Caleb, alors qu'ils étaient assis sur un rocher plat surplombant un canyon. Vous pouvez être cultivé tout en étant forte et pratique. Ces choses ne sont pas opposées, Diana. Ce sont juste des facettes différentes de qui vous êtes. » C'était une observation si simple, mais elle résonna profondément dans Diana. Elle avait passé tant de temps à essayer de s'intégrer dans des définitions étroites de ce qu'une femme devrait être, que ce soit la praticité frontalière de sa mère ou le raffinement délicat de la société de Saint-Louis. Mais Caleb la voyait comme entière, complexe et complète. Alors que le printemps se transformait en été, Caleb devint une présence constante dans la vie de Diana. Il venait au dîner du dimanche au ranch des Thornton, où il gagnait le cœur de Dorothy par son appréciation de sa cuisine et engageait Douglas dans de longues discussions sur les marchés du bétail et les droits de l'eau. Lui et Diana montaient à cheval ensemble plusieurs fois par semaine, explorant des sentiers et parlant de tout et de rien. Ils assistèrent en temps ensemble à la célébration du 4 juillet de la ville, et Diana ressentit une fierté féroce lorsque la jument de Caleb gagna la course de chevaux de 3 longueurs. Les habitants de Rowhide commencèrent à remarquer leur cours, et les opinions étaient partagées. Certains approuvaient, voyant en Caleb un homme travailleur avec de bonnes perspectives. D'autres chuchotaient que Diana était rentrée en disgrâce et qu'elle avait de la chance que quelqu'un la courtise. Diana apprit à ignorer les commérages, se concentrant plutôt sur la chaleur sincère qu'elle sentait grandir entre elle et Caleb. En août, Diana sut qu'elle tombait amoureuse. C'était différent de ce qu'elle avait ressenti pour Frederick, dépourvue de ce besoin désespéré d'approbation et de validation. Avec Caleb, elle se sentait vue et appréciée pour exactement qui elle était. Il n'essayait pas de la changer ou de la modeler en un idéal. Il appréciait simplement son intelligence, sa force et sa capacité à la joie. Un soir de fin août, Caleb invita Diana à dîner dans son ranch. Il avait été mystérieusement secret sur ses plans, et Diana arriva pour découvrir qu'il avait dressé une table dehors sous les étoiles, avec des bougies vacillant dans la brise du désert. « C'est magnifique, dit Diana, en regardant l'arrangement simple, mais attentionné. « Je voulais faire quelque chose de spécial, répondit Caleb en lui tirant une chaise. Vous avez traversé tant de choses, Diana, et je voulais créer un moment qui ne soit qu'à nous, à propos de cette chose qui grandit entre nous. Le dîner était simple, du pain, du fromage, du poulet rôti froid et des légumes frais du jardin de Caleb, mais il avait le goût des possibles, d'un avenir que Diana n'avait pas osé imaginer des mois plus tôt, lorsqu'elle fuyait Saint-Louis dans la honte. Après avoir mangé, Caleb prit la main de Diana et la conduisit à l'enclos où ses chevaux se tenaient en silhouette contre le ciel qui s'assombrissait. « J'ai réfléchi à ce que je veux de la vie, commença-t-il. J'ai ce ranch, ces chevaux et un travail que j'aime, mais tout cela semble incomplet sans quelqu'un avec qui le partager. Pas n'importe qui, cependant. Vous, Diana, je veux partager ma vie avec vous. » Le cœur de Diana battait si fort qu'elle pensa que Caleb devait sûrement l'entendre. « Caleb, attendez, laissez-moi finir, dit-il en lui serrant doucement la main.
Je sais que nous ne nous courtisons que depuis quelques mois, et je sais que vous avez été blessé par quelqu'un qui ne méritait pas votre confiance. Je ne vous demande pas de réponse ce soir. Je vous demande juste d'envisager un avenir où nous construirions quelque chose ensemble. Une vie où votre force et mes rêves se combinent dans quelque chose qu'aucun de nous ne pourrait créer seul. Diana regarda cet homme qui était apparu à côté d'elle dans un train quand elle avait le plus besoin d'espoir, qui avait vu au-delà du scandale et de la honte la femme qui se cachait dessous. « Je n'ai pas besoin de temps pour réfléchir, dit-elle doucement. Je suis tombée amoureuse de vous depuis ce premier jour dans le train, quand vous avez demandé si la place était prise et que vous m'avez regardé comme si j'étais une personne digne d'être connue. » L'expression de Caleb se transforma en quelque chose d'incandescent. « Est-ce que ça veut dire? » « Ça veut dire oui, dit Diana. Oui à un avenir ensemble. Oui à la construction de quelque chose qu'aucun de nous ne pourrait créer seul. Oui à tout ce que vous offrez. Caleb la prit alors dans ses bras et ils restèrent ensemble sous le vaste ciel du Nevada, se tenant l'un l'autre comme s'ils pouvaient s'ancrer l'un à l'autre contre n'importe quelle tempête. Quand il l'embrassa, ce fut tendre, passionné et plein de promesses. « Je t'aime, Diana Thornton, » murmura Caleb contre ses cheveux. « Je passerai le reste de ma vie à te prouver que tu as fait le bon choix. »« Je t'aime aussi, » répondit Diana, « et je sais déjà que j'ai fait le bon choix. Tu m'as aidé à me retrouver quand je pensais être perdu. » Ils se marièrent en octobre lors d'une petite cérémonie à l'église de Rawhide avec leur famille et leurs amis proches. Diana portait une robe que sa mère avait faite, simple mais élégante, et elle portait des fleurs sauvages que Caleb avait cueillies ce matin-là. En descendant l'allée vers lui, elle ne ressentit aucune honte, aucun regret, seulement une profonde gratitude qu'un voyage en train et un gentil cowboy l'aient conduite à ce moment. Le révérend Thompson célébra la cérémonie, parlant de partenariat, de respect et du genre d'amour qui résiste aux tempêtes. Lorsque Caleb et Diana échangèrent leurs vœux, leur voix était ferme et sûre. Ce n'était pas une union fondée sur les attentes de la société ou la pression familiale. Elle était bâtie sur le respect mutuel, une affection sincère et une vision commune de l'avenir. Ils combinèrent leur ranch, créant une exploitation plus grande axée sur l'élevage de bétail et de chevaux. Diana se révéla avoir un esprit brillant pour les affaires, développant des relations avec des acheteurs dans tout le Nevada et la Californie. Les chevaux de Caleb acquirent une réputation de qualité et de fiabilité, et en 2 ans, ils avaient une liste d'attente de clients cherchant des animaux du programme d'élevage Xavier. Mais leur succès se mesurait en termes plus que financiers. Ils construisirent d'un foyer ensemble, au sens propre comme au figuré. Ils agrandirent la maison d'origine de Caleb, ajoutant des pièces et des touches qui reflétaient leurs 2 personnalités. Des étagères pour les livres de Diana, une grande cuisine où ils pouvaient cuisiner ensemble, et un porche où ils s'asseyaient le soir pour regarder le coucher de soleil peindre le désert de couleurs impossibles. Leur premier enfant naquit au printemps de 1889, un fils qu'ils nommèrent Carson Douglas Xavier, en l'honneur à la fois de la ville où leur voyage en train s'était terminé et du père de Diana. Caleb était un père dévoué, portant Carson dans le ranch et lui parlant de chevaux et de bétail comme si le nourrisson pouvait comprendre. Diana les regardait ensemble et sentait son cœur s'élargir d'un amour qu'elle n'aurait pas cru possible. Quand Carson eut 2 ans, ils accueillirent une fille, Margaret Dorothy Xavier, surnommée Maggie. Elle avait les cheveux sombres de Diana et le tempérament stable de Caleb, et dès qu'elle sut marcher, elle suivit son père dans le ranch comme une ombre dévouée. La vie n'était pas sans défi. Il y eut des sécheresses qui mirent à l'épreuve leurs ressources en eau et des hivers plus rudes que prévu. Les parents de Diana vieillirent et finalement, Douglas confia la gestion complète du ranch Thornton et Diana et Caleb. Dorothy mourut dans son sommeil en 1892 et Douglas la suivit 6 mois plus tard, mourant de ce que tout le monde savait d'être un cœur brisé. À travers les hauts et les bas, Diana et Caleb affrontèrent la vie ensemble. Ils prenaient les décisions en partenaire, valorisaient les opinions de l'autre et ne laissaient jamais le ressentiment ou les griefs non dits empoisonner leur relation. Ils avaient appris, tous les deux, que l'honnêteté et la communication étaient les fondements d'un amour durable. Un soir d'automne de 1895, Diana et Caleb étaient assis sur leur porche, regardant Carson et Maggie jouer dans la cour. Carson, maintenant âgé de 6 ans,
essayait d'apprendre à sa sœur de 4 ans comment attraper des poteaux de clôture au lasso, avec un succès limité et beaucoup de rire. À l'intérieur, le dîner cuisait, et la maison sentait le pain frais et les légumes rôtis. Tu penses parfois à Saint-Louis? Demanda Caleb, passant son bras autour des épaules de Diana. Diana se blottit contre sa chaleur, réfléchissant à la question. Parfois, mais pas avec regret ou tristesse. Ce qui s'est passé là-bas m'a ramené à la maison et ça m'a amené à toi. Si Frederick avait été un homme honnête, si le scandale n'avait jamais eu lieu, je l'aurais peut-être épousé et j'aurais passé ma vie dans une cage dorée sans jamais savoir ce que pouvait être un véritable partenariat. Donc tu dis que je dois une dette de gratitude à Frederick Ashworth? Demanda Caleb avec un humour doux. Diana rit. Je dis que parfois, les pires moments de notre vie mènent aux meilleurs résultats. Je rentrais chez moi dans la honte, convaincu que ma vie était ruinée. Et puis, un cow-boy a acheté un billet et s'est assis à côté de moi, et tout a changé. Caleb déposa un baiser sur sa tempe. Ce cow-boy était l'homme le plus chanceux du monde. Il ne le savait juste pas jusqu'à ce qu'une femme magnifique, complexe et brillante le laisse entrer dans sa vie. Ils restèrent assis en silence, regardant leurs enfants jouer et le soleil peindre le ciel de teintes orangées et dorées. Quelque part au loin, un coyote appela, et les chevaux dans l'enclos répondirent par de doux hennissements. C'était leur vie, imparfaite, belle et entièrement la leur. Dans les années qui suivirent, le ranch de Diana et Caleb devint l'une des exploitations les plus prospères de la région. Leurs chevaux étaient connus dans tout le Nevada et la Californie pour leur intelligence et leur fiabilité. Leur bétail atteignait les meilleurs prix sur le marché. Mais plus important encore, leur maison devint connue comme un lieu de chaleur et d'accueil. La mère de Caleb, qui lui avait appris à aimer la poésie et à apprécier l'éducation, passa ses dernières années à vivre avec eux, se délectant de ses petits-enfants et aidant Diana à établir une véritable bibliothèque à Rawhide. Ensemble, elles créèrent une collection de prêts qui servit toute la communauté, apportant des livres et des connaissances aux familles de toute la région. Diana travailla également avec l'Église pour établir un programme pour les jeunes femmes, leur offrant une éducation à la fois dans les compétences pratiques de la frontière et dans les matières académiques. Elle se souvenait de la façon dont elle s'était sentie déchirée entre deux mondes, et elle voulait aider la nouvelle génération à comprendre qu'elle pouvait embrasser toutes les facettes d'elle-même sans avoir à choisir. Quand Carson eut 16 ans, il exprima le désir d'aller à l'Université du Nevada à Reno pour étudier l'agriculture et la zootechnie. Diana et Caleb soutinrent son ambition, fiers que leur fils veuille construire sur ce qu'ils avaient créé. Maggie, quant à elle, montra un talent pour les mathématiques et les affaires qui suggérait qu'elle serait celle qui étendrait leurs opérations dans de nouvelles directions. En 1902, Caleb surprit Diana avec un voyage à San Francisco. C'était la première fois qu'ils quittaient le ranch pour plus d'un jour ou deux depuis leur mariage, et Diana ressentit une pointe de nervosité en montant dans le train à Carson City. « Es-tu inquiète? » demanda Caleb, prenant sa main alors que le train se mettait en marche. Diana le regarda, cet homme qui la connaissait si complètement. « Un peu. La dernière fois que j'ai fait un voyage en train important, je fuyais tout. Et cette fois, tu cours vers quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui t'aime. Ça fait toute la différence. » San Francisco était écrasante et exaltante, une ville de collines, de culture et de possibilités. Ils allèrent à l'opéra, visitèrent des musées et mangèrent dans des restaurants qui servaient de la nourriture du monde entier. Mais les moments préférés de Diana étaient les plus calmes, se promenant main dans la main avec Caleb le long de l'Embarcadero, parlant de leurs enfants, de leurs rêves et de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Lors de leur dernière soirée en ville, alors qu'ils regardaient le soleil se coucher sur l'océan Pacifique, Caleb dit « Merci d'avoir fait ce voyage avec moi, Diana. Pas seulement ce voyage, mais tout. Tout ce que nous avons construit et tout ce que nous sommes devenus. » Diana se tourna vers lui, ce cow-boy qui avait choisi de s'asseoir à côté d'elle quand elle était au plus bas. « C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as vu quand j'étais invisible. Tu m'as valorisé quand je me sentais sans valeur. Et tu m'as aimé quand je ne pensais plus être capable d'être aimé. » « Tu as toujours été capable d'être aimé, » dit doucement Caleb. « Tu avais juste besoin de quelqu'un digne de te l'offrir. » Ils retournèrent à Rawhide renouvelés et reconnectés, prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réserverait.
Et l'avenir apporta des joies et des peines, comme la vie en apporte toujours. Ils traversèrent en des ralentissements économiques et des pertes personnelles. Ils célébrèrent les succès de leurs enfants et les soutinrent dans leurs échecs. Ils vieillirent ensemble, leur corps montrant l'usure des années de dur labeur physique, mais leur amour s'approfondissant à chaque saison qui passait. En 1910, Carson épousa une enseignante de Reno, une femme intelligente nommée Elizabeth, qui partageait sa passion pour les techniques d'élevage progressistes. Ils s'installèrent sur une partie du ranch Xavier, construisant une maison à portée de vue de celle de Caleb et Diana. 2 ans plus tard, Maggie épousa un banquier de Carson City, un homme pratique nommé Robert qui appréciait son esprit vif et son sens des affaires. Ils vivaient en ville, mais rendaient une visite fréquemment, amenant leurs propres enfants à courir en liberté sur le ranch où leur mère avait grandi. Caleb et Diana devinrent grands-parents à plusieurs reprises, et ils embrassèrent ce nouveau rôle avec enthousiasme. Caleb apprit à ses petits-enfants à monter à cheval et à apprécier une bonne monture. Diana leur lisait des livres de la vaste bibliothèque qu'elle et la mère de Caleb avaient construite, leur faisant découvrir Shakespeare, Dickens et Mark Twain. Pour leur 25e anniversaire de mariage, leurs enfants organisèrent une célébration qui rassembla amis et familles de toute la région. En regardant la salle remplie de visages, la vie qu'elle et Caleb avaient créée par l'amour, la détermination et le respect mutuel, Diana ressentit une gratitude immense. Ce soir-là, après le départ des invités et alors qu'ils étaient seuls dans leur chambre, Caleb prit la main de Diana et dit « Il y a 25 ans, j'ai acheté un billet de train et je me suis assis à côté de la femme la plus remarquable que j'ai jamais vue. Elle avait l'air triste et perdue, et je voulais lui offrir de la gentillesse. Je n'avais aucune idée que ce simple geste mènerait à ceci, une vie si pleine et si riche que parfois je n'arrive pas à croire à ma chance. » Diana sourit, se souvenant de cette version plus jeune d'elle-même qui avait cru que sa vie était finie. Je rentrais chez moi dans la honte, convaincu que je n'avais plus rien à offrir au monde. Et puis tu es apparu et tu m'as montré que parfois nos plus grands échecs mènent à nos plus grands succès. Tu n'as jamais été un échec, dit fermement Caleb. Tu étais une femme intègre qui a refusé de compromettre ses valeurs, même quand cela t'a coûté cher. C'est du courage, Diana, et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux de toi. Ils avaient passé 25 ans à construire un mariage basé sur l'honnêteté, le respect et une affection sincère. Ils avaient affronté des défis ensemble et célébré des triomphes en tant que partenaires. Ils avaient créé une famille et un héritage qui s'étendrait bien au-delà de leur propre vie. Alors qu'ils se préparaient pour la nuit, Diana aperçut leur reflet dans le miroir. 2 personnes à la fin de la quarantaine, montrant les rides et les cheveux gris qui viennent avec l'âge, mais avec des yeux qui pétillaient encore quand ils se regardaient. Voilà à quoi ressemblait le véritable amour, pensa-t-elle. Pas la perfection polie des mariages de société ou la passion désespérée de la jeunesse, mais le lien profond et durable qui venait du fait de se choisir l'un l'autre chaque jour. Les années continuèrent de passer, apportant des changements, grands et petits. L'automobile commença à remplacer les chevaux et l'électricité arriva à Rawhide en 1915. Le monde semblait s'accélérer, se précipitant vers un avenir qui semblait parfois étranger à ceux qui avaient construit leur vie à une époque plus simple. Mais au ranch Xavier, certaines choses restaient constantes. Le désert s'étendait toujours jusqu'à l'horizon dans toutes les directions. Les chevaux paissaient toujours dans les enclos, descendance des animaux que Caleb avait élevés avec tant de soin. Et chaque soir, Caleb et Diana s'asseyaient toujours sur leur porche, regardant le coucher de soleil et parlant de leur journée. Lorsque les États-Unis entrèrent dans la Grande Guerre en 1917, Carson s'enrôla malgré les protestations de son père. Ce fut une période difficile pour la famille, attendant des lettres de France et priant pour son retour sain et sauf. Quand Carson rentra enfin chez lui en 1919, il était changé par ce qu'il avait vu. Mais le ranch et sa famille l'aidèrent à guérir, lui donnant un but et un lien quand il en avait le plus besoin. À travers tout cela, Diana et Caleb se soutinrent mutuellement, offrant de la force lorsque l'autre faiblissait et célébrant lorsque les choses allaient bien. Ils avaient depuis longtemps cessé de se considérer comme des individus séparés. Ils étaient un partenariat, une unité, 2 personnes qui étaient devenues quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. En 1923, alors qu'ils approchaient de leur 35e anniversaire de mariage,
La santé de Caleb commença à décliner. Il avait passé sa vie à faire un dur labeur physique et son corps exigeait enfin du repos. Diana le regarda lutter contre cette nouvelle limitation, cet homme qui avait toujours été si capable et si fort, ayant maintenant besoin d'aide pour des tâches qui étaient autrefois sans effort. « Je deviens inutile, » dit Caleb un soir alors que Diana l'aidait à se mettre au lit. « Tu deviens humain, » corrigea doucement Diana, « et tu as gagné le droit de te reposer, Caleb. Tu as travaillé dur pendant près de 60 ans. Laisse nos enfants prendre en charge le gros du travail maintenant. » Caleb la fit s'asseoir à côté de lui sur le lit. « Je m'inquiète de te quitter, Diana, de ce qui arrivera quand je ne serai plus là. » Diana sentit des larmes lui piquer les yeux, mais elle garda une voix ferme. « Tu ne vas nulle part avant longtemps, Caleb Xavier. Nous avons encore des années de coucher de soleil à regarder ensemble, des petits-enfants à gâter et une vie à savourer. » Et ils eurent ces années précieuses où ils passèrent plus de temps assis sur le porche et moins de temps à travailler au ranch. Ils virent leurs petits-enfants grandir, assistèrent à des mariages et des baptêmes et profitèrent des rythmes plus calmes de l'âge. Caleb s'éteignit paisiblement dans son sommeil au printemps de 1928 à l'âge de 67 ans. Diana était allongée à côté de lui quand c'est arrivé, et elle sut le moment où son esprit partit car elle le sentit comme une absence physique. Elle le serra longtemps dans ses bras, cet homme qui avait changé sa vie par un simple geste de gentillesse dans un train 40 et un an plus tôt. Les funérailles rassemblèrent des centaines de personnes, témoignage de l'impact que Caleb avait eu sur sa communauté. Personne après personne, on raconta des histoires sur sa générosité, son intégrité et son engagement indéfectible à faire le bien. Diana se tenait aux côtés de ses enfants et petits-enfants, acceptant les condoléances et sachant que même si son cœur était brisé, elle avait été bénie au-delà de toute mesure de partager sa vie avec un tel homme. Dans les mois qui suivirent la mort de Caleb, Diana lutta contre son absence. Tout lui rappelait lui. Les chevaux dans l'enclos, les recueils de poésie sur leurs étagères, le porche où ils s'étaient assis ensemble pendant près de 4 décennies. Mais lentement, elle trouva des moyens d'honorer sa mémoire en continuant le travail qu'ils avaient commencé ensemble. Elle se jeta dans les opérations du ranch, travaillant aux côtés de Carson pour s'assurer que le programme d'élevage de Caleb se poursuive avec le même soin et la même attention qu'il y avait consacrée. Elle agrandit la bibliothèque de Rawhide, ajoutant de nouveaux livres et créant un fonds de bourse d'études pour aider les jeunes à poursuivre leurs études. Elle passait du temps avec ses petits-enfants, leur racontant des histoires sur leur grand-père et s'assurant qu'ils comprenaient les valeurs selon lesquelles il avait vécu. Diana vécut encore 15 ans après la mort de Caleb, restant active et engagée jusqu'à la toute fin. Elle vit naître ses arrière-petits-enfants, vit le ranch continuer à prospérer et maintint l'héritage qu'elle et Caleb avaient construit ensemble. Quand Diana s'éteignit en 1943 à l'âge de 77 ans, sa famille trouva une lettre qu'elle avait écrite avec des instructions pour qu'elle soit ouverte après sa mort. Elle y racontait l'histoire de son retour à la maison dans la honte, du cowboy qui avait acheté un billet et s'était assis à côté d'elle, et de la vie extraordinaire qu'ils avaient construite ensemble. « J'étais au plus bas, » écrivait-elle, convaincue que ma vie était finie, que je n'avais plus rien à offrir. Mais Caleb a vu en moi quelque chose que je ne pouvais pas voir en moi-même. Il a offert la gentillesse sans jugement, le respect sans condition, et finalement l'amour sans réserve. Il m'a appris que nos pires moments peuvent mener à nos plus grandes bénédictions, que la honte n'est pas une fatalité et que le véritable amour est bâti sur le partenariat et le respect mutuel. J'ai passé 40 ans marié à lui et 15 autres à garder sa mémoire vivante et je ne changerai pas un seul instant. Ma vie a été extraordinaire non pas à cause de ce que j'ai accompli, mais à cause de celui avec qui je l'ai partagé. La lettre fut lue à ses funérailles, et il n'y eut pas un œil sec parmi les amis et la famille rassemblée. Diana Thornton Xavier fut enterrée à côté de son mari dans ce cimetière de Rawhide, sous une simple pierre où l'on pouvait lire « Épouse, mère et grand-mère bien-aimée, elle nous a appris que l'amour transforme tout. » Le ranch continua à fonctionner pendant encore 2 générations, géré par les enfants de Carson, puis par leurs enfants à leur tour. Les chevaux élevés là-bas maintinrent leur réputation de qualité et d'intelligence, preuve vivante de la vision de Caleb et du sens des affaires de Diana. La bibliothèque de Rawhide fut finalement renommée la Bibliothèque Mémorial Xavier,
Et le fonds de bourse que Diana avait créé envoya des dizaines de jeunes à l'université. Mais l'héritage le plus durable fut peut-être l'histoire elle-même. Le conte d'une femme rentrant chez elle dans la honte et du cow-boy qui choisit de s'asseoir à côté d'elle, qui vit au-delà du scandale la personne qui se cachait dessous et qui lui offrit non seulement l'amour, mais une seconde chance dans la vie. C'est devenu une légende familiale, transmise de génération en génération, un rappel que la gentillesse compte, que le jugement peut être erroné et que le véritable amour a le pouvoir de tout transformer. La petite fille de Carson écrivit finalement un livre sur Diana et Caleb, basé sur les lettres de famille et les propres écrits de Diana. Il devint un succès de librairie régionale, inspirant les lecteurs par son message de résilience, de rédemption et du pouvoir transformateur de l'amour. Le ranch Xavier lui-même fut finalement vendu lorsque les derniers descendants directs quittèrent le Nevada. Mais la maison où Diana et Caleb avaient vécu fut préservée comme site historique. Les visiteurs pouvaient se promener dans les pièces où ils avaient élevé leur famille, s'asseoir sur le porche où ils avaient regardé des milliers de couchers de soleil ensemble et lire les lettres et les journaux qui documentaient leur partenariat extraordinaire. Et parfois, les soirs calmes où le vent du désert soufflait juste comme il faut, les gens prétendaient pouvoir sentir la présence de ces deux âmes. La femme qui avait retrouvé sa force et le cow-boy qui l'avait aidé à la découvrir. Ils avaient construit quelque chose qui transcendait leur propre vie, un héritage d'amour et de respect qui continua d'inspirer longtemps après leur départ. Leur histoire commença par un choix simple, acheter un billet et s'asseoir à côté de quelqu'un qui avait besoin de gentillesse. Elle se poursuivit par des années de partenariat, de soutien mutuel et d'amour grandissant. Et elle se termina par deux vies pleinement vécues, deux personnes qui avaient trouvé l'une en l'autre exactement ce dont elles avaient besoin pour devenir le meilleur d'elles-mêmes. De la honte et du scandale à l'amour et à l'héritage, le parcours de Diana Thornton Xavier était la preuve que nos moments les plus sombres ne nous définissent pas. Ce qui nous définit, c'est ce que nous choisissons de faire ensuite, qui nous choisissons de devenir. Et si nous avons le courage d'accepter l'amour quand il apparaît à nos côtés sur le chemin de la vie. Le train qui ramena Diana de Saint-Louis ce jour de printemps en 1888 n'était qu'un moyen de transport, un moyen d'aller d'un endroit à un autre. Mais il devint le théâtre de quelque chose de transformateur, une rencontre qui a changé deux vies et créé un héritage qui perdurerait pendant des générations. Parce que Caleb Xavier choisit de s'asseoir à côté d'une femme à l'air triste et de lui offrir de la gentillesse sans jugement. Parce que Diana Thornton a choisi d'accepter cette gentillesse et, finalement, de faire à nouveau confiance. Parce que deux personnes ont reconnu l'une en l'autre la possibilité de quelque chose d'extraordinaire. En fin de compte, c'est de cela que parlait leur histoire. La possibilité, la transformation et le pouvoir rédempteur de l'amour offert librement et accepté avec courage. C'était une histoire qui a commencé dans un train en 1888 et qui a continué pendant plus d'un siècle à travers des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants qui ont perpétué les valeurs selon lesquelles Diana et Caleb avaient vécu. Et quelque part dans le désert du Nevada, sur une terre qui porte encore le nom de Xavier, le vent murmure toujours à travers les broussailles d'armoise. Les chevaux pèsent toujours au loin et le soleil se couche toujours dans des couleurs impossibles sur l'horizon. Le monde a changé au-delà de toute reconnaissance depuis l'époque de la frontière où vivaient Diana et Caleb, mais certaines choses restent constantes. La terre perdure, l'amour transforme, et parfois le pire voyage mène à la meilleure des destinations. Leur histoire s'est terminée comme elle avait commencé, avec deux personnes affrontant ensemble ce qui allait suivre, en tant que partenaires. La honte de Diana s'était transformée en force, son isolement en connexion et son désespoir en joie. La gentillesse de Caleb avait été récompensée par un partenariat qui enrichit chaque aspect de sa vie, donnant un but à son travail et un sens à ses jours. Ce n'était pas une histoire parfaite, car la vie n'est jamais parfaite. Ils ont eu des luttes et des revers, des pertes et des déceptions. Mais ils ont tout affronté ensemble, et cela a fait toute la différence. En se choisissant l'un l'autre jour après jour, année après année, pendant plus de 4 décennies, ils ont prouvé que le véritable amour ne réside pas dans les grands gestes ou les drames passionnés. Il s'agit d'être là, d'être présent et de choisir le partenariat plutôt que la fierté.
L'héritage qu'ils ont laissé ne résidait pas seulement dans le ranch qu'ils ont construit, les chevaux qu'ils ont élevés ou les enfants qu'ils ont eus. Il résidait dans l'exemple qu'ils ont donné de ce à quoi ressemblait un véritable partenariat. Respect mutuel, communication honnête, rêve partagé et soutien indéfectible. Ils ont montré à tous ceux qui les connaissaient que l'amour pouvait être transformateur, que les secondes chances étaient possibles et que parfois les meilleures choses de la vie viennent de notre volonté d'être vulnérable et de faire à nouveau confiance après une trahison. Diana Thornton est montée dans ce train dans la honte, croyant que sa vie était finie. Caleb Xavier a acheté un billet, ne cherchant rien de plus qu'une place pour son voyage de retour. Mais le destin, le hasard ou la providence les a réunis au moment exact où ils avaient tous deux besoin de ce que l'autre avait à offrir. Et de ce simple début, ils ont construit quelque chose d'extraordinaire. Une histoire d'amour qui s'est étendue sur des décennies, une famille qui a perpétué leurs valeurs, et un héritage qui a rappelé aux générations futures que nos moments les plus sombres peuvent mener à nos avenirs les plus brillants. Leur histoire était complète, pleinement vécue et pleinement aimée. De cette première rencontre dans le train à leur dernière demeure, côte à côte dans le cimetière de Rawhide, c'était une histoire de rédemption et de transformation, de trouver un foyer non pas dans un lieu mais dans une autre personne, d'apprendre que l'amour n'est pas une question de perfection, mais d'acceptation, de partenariat et de se choisir l'un l'autre chaque jour. Et ainsi l'histoire se termine là où elle a commencé, avec un train, un cow-boy, une femme ayant besoin de gentillesse et la vie extraordinaire qu'ils ont construite ensemble à partir de ce seul moment de connexion. Ce fut une vie bien vécue, un amour bien mérité et un héritage qui perdurerait bien au-delà de leurs années. Ils avaient prouvé que la honte n'est pas une fatalité, que la gentillesse change tout et que le véritable amour, celui qui dure, est bâti sur un fondement de respect, de confiance et de partenariat indéfectible. Le soleil s'est couché sur leur vie comme il s'était couché sur des milliers de soirées qu'ils avaient regardées ensemble depuis leur porche, beau, inévitable et parfait dans son achèvement. Leur histoire était racontée, leur héritage établi, et leur amour prouvé comme étant du genre qui transcende le temps, inspirant tous ceux qui l'entendent à croire aux secondes chances, au pouvoir de la gentillesse et à la possibilité transformatrice de choisir l'amour plutôt que le jugement. L'histoire de Diana et Caleb Xavier était complète, close avec la satisfaction de vie pleinement vécue et d'un amour pleinement réalisé. De la honte à la rédemption, du désespoir à la joie, de l'isolement à la famille, ils avaient voyagé ensemble, et ce voyage avait fait toute la différence.